Bonjour, ce 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Et nous sommes très heureux, Agnès Renard et moi, de recevoir aujourd'hui un membre du gouvernement Macron, depuis 2017, secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Madame la Ministre. Et je vous livre tout de suite aux griffes d'Agnès Renard. Alors, Madame la Ministre, vous avez un programme très ambitieux avec différentes propositions sur l'effort pour la jeune génération, pour réduire les démarches administratives, pour soutenir le handicap de proximité ou encore pour améliorer l'accessibilité. On va essayer de parler de tout ça pendant le temps que vous avez bien voulu nous consacrer, mais peut-être nous pourrions commencer par rappeler les chiffres du handicap. Oui, c'est important parce qu'en fait, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap en France, 10 millions d'aidants. Il ne faut pas les oublier, ces aidants. Ils sont souvent invisibles, ils s'occupent d'une personne handicapée, d'une personne âgée. Ils sont des piliers de notre société. Ces 12 millions de personnes, c'est des situations de handicap très variées. Le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap mental, le handicap psychique, le handicap, les maladies invalidantes. Beaucoup de handicaps, 80% d'entre eux sont invisibles. Quand vous avez un début de sclérose en plaques, c'est invisible. Quand vous avez une épilepsie, elle n'est pas visible. Quand vous avez un handicap psychique, ce n'est pas visible. Même une surdité, on l'oublie trop souvent. Et puis aussi, ces handicaps, ils sont extrêmement variés dans leur intensité et dans leurs répercussions sur la vie quotidienne. Mais c'est presque un Français sur 5 qui est concerné. Donc c'est un vrai sujet de société. On est tous concernés quand on regarde bien dans son environnement, soit de façon directe, soit indirecte. Donc c'est un sujet qui touche tout le monde. Nous allons commencer par diffuser un reportage sur vous, un court reportage sur vous de Télésud de Benjamin Trèves sur vos activités de ministre. Madame Sophie Cluzel, chargée des personnes handicapées. Depuis le 17 mai 2017, Sophie Cluzel occupe le poste de secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Avant son entrée au gouvernement, celle qui a connu une longue et riche carrière dans le monde associatif, a présidé la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap. Fondatrice de plusieurs associations, diplômée de Cage Business School, Sophie Cluzel connaît bien la question du handicap, notamment celle de la trisomie 21. Son cheval de bataille, mettre en place une société plus inclusive. Une ambition qui se traduit par la mise en place d'un meilleur accès à l'éducation et à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Plus que jamais, la secrétaire d'État veut changer le regard sur le handicap. Dès sa prise de fonction, Sophie Cluzel s'est penchée sur la création d'un plan sur l'autisme, comprenant un dépistage précoce et un forfait de remboursement pour soulager les parents. L'intérêt de pouvoir agir très précocement, même avant que le diagnostic soit posé, stabilisé, pour permettre aux parents justement de mettre en action toutes ces méthodes éducatives et comportementales. En l'occurrence, c'était la méthode Denver, qui est vraiment très très interactive. Et surtout, très important, c'est la formation et des professionnels et irriguer le milieu ordinaire avec irriguer en formation les professionnels de crèche, de petite enfance, d'école, pour pouvoir accompagner tout ce parcours de vie que l'on souhaite vraiment dans cette nouvelle stratégie nationale. Sophie Cluzel a aussi œuvré à instaurer une réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Mais un de ses principaux chantiers a surtout consisté à avancer dans la scolarisation des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire. L'ambition de la secrétaire d'État, c'est de simplifier le parcours administratif des familles et d'accélérer la coopération au sein de l'école. Nous ne devons jamais nous habituer à ce que des enfants en situation de handicap soient privés en effet de la chance d'aller à l'école, de la joie d'apprendre, du bonheur de tisser des liens. Pour moi, le premier objectif, c'est qu'aucun enfant sans solution de scolarisation ne puisse encore exister au mois de septembre prochain. Réputée travailleuse, Sophie Cluzel n'a jamais été inquiétée par les remaniements. Un autre défi se dresse désormais devant elle, gérer les conséquences de la crise sanitaire qui a particulièrement affecté les salariés en situation de handicap et le travail des collectifs. Madame la Ministre, vous êtes entrée au gouvernement en 2017, mais vous vous occupez des handicaps, des personnes handicapées depuis très longtemps. D'où vient cette vocation, ce temps énorme que vous consacrez à ces graves problèmes? Je pourrais dire que j'ai eu 3 vies. J'ai eu ma vie de professionnelle, j'ai travaillé aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Et puis j'ai eu ma vie de famille avec 4 enfants et ma 4e est née avec une trisomie 21. Et là, comme 95% des parents, des mères, on s'arrête de travailler et on se dit, ça vaut le coup de s'investir.
encore plus pour une trisomie 21 où il faut une éducation précoce extrêmement intense, une stimulation. Et du coup, je me suis remis à créer des associations. Comme le disait Jean-François Chaussy, un député avec qui j'ai beaucoup travaillé, il me disait « Vous les parents, arrêtez. Une naissance, une association. Comment voulez-vous qu'on se retrouve ?» Du coup, ça m'a vraiment marqué. J'ai créé un collectif d'associations, une fédération. J'ai fédéré autour de la scolarisation des enfants handicapés, quel que soit le handicap. Parce qu'ensemble, on est plus fort quand on est militant associatif. Et donc, ce problème de la scolarisation, je le connais depuis 25 ans. Julia, ma fille, a 25 ans aujourd'hui. Et je me suis toujours dit, il faut que je l'élève, que ça soit une petite Cluzel, avant d'être une petite trisomique. Et donc, c'est ce qui m'a guidée, c'est-à-dire une éducation au milieu des autres, avec la même exigence et la même aussi capacité d'être aimé et d'aimer que sont ces enfants. Pour autant, je me suis impliquée dans beaucoup d'associations. J'ai milité dans la grande loi de 2005, j'étais de l'autre côté de la barrière associative, pour que nous fassions inscrire dans cette loi l'obligation de scolarisation à l'école de son quartier. C'est comme ça qu'on change la donne. C'est comme ça qu'une fratrie va sur les chemins de l'école. Et c'est bien pour ça que quand, au bout de 20 et quelques années de militantisme, j'ai rencontré le candidat Emmanuel Macron et Brigitte Macron, j'ai vu que là, il y avait un regard extrêmement naturel sur les personnes handicapées. Extrêmement naturel. Et qu'ils voyaient la personne handicapée comme un citoyen à part entière avant tout. Et que donc il fallait tout mettre en œuvre pour que cette société s'adapte à la personne et non l'inverse. Et c'est ça l'essence même de la loi de 2005. Égalité des chances, participation, citoyenneté et surtout, on ne parle plus ni d'assimilation ni d'intégration, mais bien d'une société qui est inclusive. On n'inclut pas, on scolarise, on fait de l'insertion professionnelle dans une société qui est inclusive parce qu'enfin, comme dit Charles Gardou, on met les plans inclinés du savoir partout à l'école pour permettre à ces enfants d'acquérir ces compétences au milieu des autres. Donc ce grand chantier de l'école inclusive, c'est en effet un énorme chantier que je partage bien sûr avec le ministre de l'Éducation nationale, mais pour qu'il y ait cette vraie parcours scolaire et puis que les murs de l'école s'ouvrent, tombent, que les murs des établissements médico-sociaux tombent et que cette coopération se fasse. Parce que quand on a un enfant handicapé, c'est un regard croisé qu'il nous faut. C'est un parcours scolaire, éducatif et rééducatif. C'est la vie quotidienne des familles, cette rééducation qui doit se faire en même temps. Donc c'est cette unité de lieu, déplacer les professionnels de rééducation dans l'école, créer cette école accompagnée quand des enfants en ont besoin. La moitié des enfants ont besoin d'être accompagnés, 385 000 élèves scolarisés. Certains troubles ont besoin d'être accompagnés, notamment l'autisme, comme on le voyait dans votre reportage, mais pas que, aussi des troubles invisibles, tous les troubles du neurodéveloppement ont souvent besoin d'être accompagnés pour pouvoir faire de la médiation dans les apprentissages. Et donc, on est en train aussi de déployer l'emploi accompagné. C'est tout l'intérêt de faire du job coaching pour pouvoir permettre cet accès à l'emploi pour certains troubles, notamment les troubles invisibles, notamment le handicap psychique qui est si important en répercussion parfois sur cette interaction qu'on peut avoir avec les autres. Donc voilà pourquoi je me suis impliquée. Je suis tombée dans la marmite à la naissance de ma fille et j'ai toujours porté ce combat de dire ce n'est pas les handicaps qui créent la personne, c'est bien cette personne, il faut aller faire tomber ses préjugés, aller chercher derrière l'étiquette qu'on a pu lui poser pour voir vraiment la personne et la personnalité de chacun. Alors cette légitimité que vous incarnez si bien, vous l'avez mise en œuvre parce que depuis 2017, vous n'avez pas arrêté de multiplier les actions pour normaliser ce regard sur le handicap. Donc j'aimerais aborder avec vous tout l'effort qui est fait pour la jeune génération et que vous nous parliez des initiatives qui ont été mises en place de la crèche jusqu'à l'université. Vous l'avez très bien dit, de la crèche. C'est pour ça qu'on a créé des bonus crèches inclusives, pour permettre justement que les parents puissent d'abord avoir de nouveau, être parents avant tout, c'est-à-dire conserver leur vie professionnelle. Mettre son enfant handicapé à la crèche de son quartier, toujours, avec l'appui de ressources. Donc nous avons créé un bonus financier pour les crèches, justement, pour qu'elles accompagnent. Parce qu'on ne remet pas en cause le temps que peut prendre l'accompagnement d'un enfant handicapé. Faire et ne pas faire à la place, apprendre, le temps, la temporalité est très importante. Donc l'État soutient les crèches, on soutient donc l'école avec le grand service public de l'école inclusive, avec le financement de maintenant plus de 110 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap, puisque certains, en effet, ont besoin d'être accompagnés. On démultiplie aussi les équipes mobiles pour aller dans les écoles avec des spécialistes. Ça, c'est le parcours. Et puis, on veut absolument faire monter en qualification ces jeunes pour les accompagner aux études supérieures ou à l'emploi ou à l'apprentissage, qui est un vrai levier, l'apprentissage. Donc là, nous avons aussi un plan de relance, mais aussi un plan d'accompagnement pour les employeurs, avec une aide de 4 000 € dès l'embauche d'un CDD, de plus de 3 mois ou d'un CDI,
ou 8 000 € pour l'apprentissage. Parce que vraiment, nous croyons à l'apprentissage de façon extrêmement importante et les résultats sont là. Évidemment, il y a eu la crise sanitaire et économique. Les résultats étaient quand même là. On a amélioré l'apprentissage, le taux d'apprentissage. On sait que l'apprentissage amène à l'emploi durable. Donc il faut absolument le déployer et on fait le job coaching, l'emploi accompagné, pour avoir un parcours de la crèche jusqu'au premier emploi. C'est ça, l'investissement sur les jeunes générations que l'on fait. Et puis, bien sûr, l'enseignement supérieur, accompagner mieux les étudiants. Là, nous avons des problèmes encore d'accessibilité physique des bâtis pour les handicaps moteurs au sein des écoles, quel que soit le lieu de l'université ou le lieu de l'apprentissage. Il y a encore des problématiques d'accès physique des bâtis. Mais je tiens à rappeler que seul le handicap moteur, et notamment en fauteuil, ne concerne que 3% des situations de handicap. Et on a encore dans la rétine, vraiment on pense toujours handicap moteur, ou aussi canne blanche. Donc forcément, on a des représentations de handicap. Mais encore une fois, ils sont tellement variés qu'il faut faire fi de ces préjugés et avancer, quel que soit le choix de vie de la personne. Ça, c'est très important. Quels sont les principaux obstacles auxquels vous vous heurtez? Est-ce que ce sont un obstacle d'ordre budgétaire, par exemple, parce que tout ça, ça coûte cher et les finances ne sont pas en très bon état? Ou est-ce qu'il y a aussi des handicaps psychologiques, l'attitude des gens? Alors, sur l'investissement de la nation auprès des personnes handicapées, il faut quand même le savoir que c'est un budget de 51 milliards. Donc ce n'est pas anodin. On a près de 11 milliards pour l'allocation adulte handicapé, qui représente une mensualité de 900 € pour les personnes qui ont pour plus de 1,1 million de personnes. Donc un soutien justement pour les personnes qui parfois sont empêchées de travailler du fait de leur situation de handicap, près de 10 milliards d'euros. 12 milliards de financement des établissements médico-sociaux. On a plus de 6 milliards sur les pensions d'invalidité. On a plus de près de 4 milliards pour l'investissement de l'école, sur l'accueil des enfants scolarisés, etc., etc. 51 milliards. Pour autant, le ressenti de la personne n'est pas à la hauteur de notre investissement. On le voit bien, puisqu'on a encore des revendications. Donc on s'efforce justement de transformer un petit peu notre façon de financer pour le financer plus à la personne, et on y parlera peut-être avec l'habitat inclusif aussi, qui est un financement à la personne, pour que justement donner l'autonomie de cette personne, de son choix de vie. Et de transformer aussi les établissements en services d'accompagnement, là où veut vivre la personne. Et je pense que le confinement nous a montré que les personnes vivaient majoritairement à domicile et avaient envie de bien vivre à domicile. Donc il nous faut transformer notre façon d'accompagner aussi les personnes handicapées pour mieux répondre à l'évolution de leurs choix et de leurs attentes. Donc ça, c'est pour la partie budgétaire. Après, il nous faut accélérer, bien sûr, les demandes que les personnes ont. On parlera de l'accès au droit, parce que ça, pour moi, c'est fondamental de simplifier la vie des personnes, parce qu'on l'a complexifiée. En France, on a fait une politique du handicap à part pendant très longtemps, avec des guichets qui sont les maisons départementales des personnes handicapées. Je co-partage en responsabilité avec les départements, les 104 départements de France, la politique du handicap. Et donc, il faut aller frapper à la porte de cette maison par département pour obtenir des droits, pour avoir accédé à ces droits. Imaginez-vous que ça faisait 20 ans qu'on demandait aux personnes de prouver à chaque fois qu'elles étaient toujours trisomiques, aveugles, doublement amputées, avec une sclérose en plaques évolutive, une myopathie évolutive. Tous les 3 ans, c'était indigne, je devais retourner chez le médecin, retamponner mon certificat. C'est fini. J'ai mis des droits à vie pour les handicaps qui sont stabilisés avec un impact fort qui, malheureusement, en l'état de la science, ne va pas s'améliorer. Ils auront leur allocation adulte handicapé à vie. Vous n'êtes pas désespéré de l'administration française? Ça, c'est une question d'ordre général. C'est lourd, notre administration, mais elle est aussi solide. Elle tient aussi notre pays. Donc il faut savoir les bons leviers. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Moi, je voudrais que ça aille plus vite, c'est certain. Je voudrais surtout que ça aille jusqu'aux Français dans les territoires, partout. Et c'est là la difficulté. C'est l'équité de la politique du handicap. Puisque je la partage avec les départements, j'ai des délais extrêmement variés qui peuvent aller de 3 mois jusqu'à 1 an pour l'obtention d'un droit. Donc là aussi, on a mis le paquet. J'accompagne les départements financièrement pour leur système d'information, les faire monter en qualification. Mais j'ai publié un baromètre des droits pour qu'en transparence, les Français puissent justement évaluer où on en est de l'amélioration de l'accès aux droits, sur les délais, sur les droits à vie. Donc je pense que c'est comme ça aussi, et j'ai co-construit ça avec les départements de France. On a vu les photos du président Bussereau, président de l'Association des départements de France, signer cet accord de méthode inédit. Et voilà, on s'est engagé. Ça, c'est ma méthode. Je veux être pragmatique, je veux être vraiment la ministre du quotidien des personnes, c'est-à-dire changer leur quotidien.
quoi de mieux que de pouvoir avoir son allocation immédiatement en 3 mois et non plus en 1 an pour changer le quotidien. Donc j'ai embarqué les départements dans cette politique construite, mais ça c'est parce que je suis issue moi-même du terrain et que j'ai vécu toutes ces étapes. Donc je sais très bien ce que les personnes vivent et je m'emploie à le changer, mais ça ne va jamais assez vite, c'est certain. Est-ce que cette simplification administrative que vous venez de détailler, elle passe aussi par le digital? Est-ce que du coup demain vous pensez que le numérique nous aidera justement à aller plus vite? Alors le numérique peut nous aider à aller plus vite, il peut aussi laisser des gens au bord du chemin. C'est pour ça qu'on ne fait pas du tout numérique et qu'on a aussi ces guichets d'accueil si importants aussi, parce que vous pouvez avoir des difficultés de compréhension, votre handicap peut générer aussi des difficultés d'accès au numérique. Pour autant, c'est aussi un outil extrêmement important d'autonomie. Faire déposer ces dossiers en numérique, oui, mais garder ce contact humain aussi, c'est très important. Parce que ce sont des histoires de vie sur mesure. Vous n'avez pas 3 personnes handicapées, même avec le même handicap, qui aura une répercussion de façon différente sur son environnement. Donc et c'est pour ça que je travaille avec les équipes des maisons du handicap pour les accompagner sur la formation, pour les faire monter en expertise numérique, mais garder bien ce contact humain si important. Est-ce que les parents d'adultes handicapés ont des obligations vis-à-vis d'eux, de les entretenir, de les soutenir ou pas? Alors vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir une obligation quand vous êtes parent, parce que c'est tellement naturel, c'est votre vie entière. En revanche, ils nous demandent parfois du répit, ça c'est important. Et quand vous avez justement à la maison, et le confinement nous a fait vraiment exploser certaines situations, où de nouveau avoir son adulte en situation de handicap, je pense à des autistes sévères, avec des troubles de comportement à domicile, à la fin du confinement, on nous a appelés au secours. Donc qu'est-ce que j'ai décidé? De créer tout de suite une plateforme avec le numéro unique 0800 360 360 pour justement écouter et venir en aide de ces parents ou de ces adultes qui étaient très démunis, qui n'en pouvaient plus, qui avaient besoin de répit. Et là, avec les associations, on a créé vraiment des solutions de répit pour permettre de souffler ou les accompagner pour l'accès aux soins. Et moi, je veux capitaliser sur cette crise qui nous a permis de travailler beaucoup mieux, beaucoup plus vite pour les réponses. C'est pour ça que nous déployons ce 360 partout en France, un numéro d'écoutants, mais qui bascule sur le territoire pour que les acteurs se parlent entre eux et trouvent ensemble des solutions. Je vous ai dit, il y a 12 milliards dans les établissements médico-sociaux. Il faut qu'on travaille plus intelligemment entre eux. En France, l'administration avait siloté. Vous avez un agrément pour une personne aveugle ou pour une personne sourde ou pour une personne handicapée moteur. Mais c'est jamais ça, le handicap. Il y a plein de troubles associés. Vous savez bien, vous, madame, qu'on n'est pas à mettre dans une boîte. Donc on est en train de casser ces silos et travailler beaucoup plus intelligent. Et moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective pour avancer plus vite. Alors, un des critères de réussite de tout ce programme, c'est bien sûr les programmes de formation. Et même si il existe, vous avez sûrement des exemples des auxiliaires de vie, mais je crois que vous avez mis en place un certain nombre de formations de tous les professionnels. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors, je pense que formation conjointe aussi, justement de professionnels issus d'horizons différents. Et puis, moi, je suis extrêmement favorable à les formations communes avec les parents. Les parents sont des parents experts de leurs enfants. Les personnes elles-mêmes sont expertes. Donc, on a aussi tout un travail de formation de père aidance et de père émulation, justement, pour travailler avec les personnes elles-mêmes. Je pense par exemple au groupement d'entraide mutuelle, les GEM, qui sont justement basés sur la formation par les personnes expertes elles-mêmes. Et on fait beaucoup plus avancer justement ce collectif. On reconstruit les gens, on les réhabilite justement dans leur interaction avec justement entre pairs. Et les formations, donc on a fait beaucoup sur l'autisme, parce qu'en effet on avait un retard colossal sur les méthodes comportementales, celles qui éducatives, donc un grand programme de formation. On veut aussi faire de l'intervention précoce. Votre reportage l'a dit un petit peu tout à l'heure, plus on agit tôt, plus on évite les surhandicaps. Donc formation des professionnels en commun, puisqu'on met des plateformes de coordination, d'intervention précoce, où tous les professionnels se parlent entre eux pour justement parler le même langage en fait, des besoins de l'enfant. Là, je vous parle des enfants pour l'intervention précoce. Mais en effet, les programmes de formation sont très importants. Et on veut que dans tous les registres justement, de formation, il y ait cette indispensable connaissance d'une expertise qui existe et que l'on puisse la partager. Il faut qu'on forme tout le monde à cette société inclusive. Qu'est-ce que veut dire justement aller chercher les bonnes ressources? Que veut dire de mettre des adaptations pédagogiques? Comment on forme les enseignants? Ça, c'est le point capital. Mais encore une fois, la crise nous a servi. On avait créé une plateforme numérique qui s'appelle Cap vers l'école inclusive pour mettre les adaptations en place, pour permettre à l'enseignant, en 3 clics,
selon le trouble ou selon le retard, de pouvoir utiliser les ressources de formation. Eh bien, on l'a ouverte à tous, au médico-social, aux parents, et on partage ces informations, c'est comme ça qu'on avance plus vite. Je vous propose d'écouter une réponse d'Annie de Vivi, que vous connaissez, à une question que Agnès Renard lui avait posée tout récemment à propos des aidants. Alors, je vais l'introduire, cette question, Allez-y. parce que du coup, elle ouvre un nouveau chapitre dans cet entretien, qui est la question des personnes âgées qui, évidemment, on peut le deviner, ont envie de vieillir chez elles. Et donc, du coup, vous avez ouvert tout un programme d'habitat inclusif. Annie de Vivi est présidente de la plateforme agevillage.com. Elle est une experte de la question du prendre soin et des aînés et des aidants. Et elle a témoigné pour vous dans cet entretien. La troisième voie entre le domicile et l'établissement collectif est en train de s'ouvrir. On est en train d'inventer des tas de solutions entre là où on habitait peut-être avant et là où on avait un domicile seul, et un établissement collectif très médicalisé qui n'a pas l'air de nous plaire beaucoup, individuellement et collectivement. Ce qui fait que cette forme d'habitat inclusif qui rassemble des cohabitations, des résidences autonomie, des tas de solutions intermédiaires est en train de se développer. Et la grande question qu'on aimerait poser à la ministre, c'est quand est-ce qu'on va vraiment accélérer le mouvement, et surtout avec la possibilité de financer ces solutions. C'est-à-dire de les financer via les aides qui existent aujourd'hui, mais peut-être en les mutualisant et en faisant en sorte que si on est plusieurs à habiter sous le même toit, on puisse accélérer la mise en commun des solutions. Sauf que ces solutions, elles nécessiteront des professionnels. Elles vont nécessiter l'aide de professionnels, parce qu'habiter à plusieurs va nous permettre de bénéficier d'aide à domicile, par exemple, ou de solutions à plusieurs. Et ça, on a besoin, à court terme, d'accélérer l'activation des campagnes de métiers du grand âge ou des métiers de l'aide à l'autonomie, parce que c'est un sujet qui nous a explosé au visage pendant la crise. Les personnes qui sont en situation de handicap, les personnes aidées, les personnes âgées, ont vécu une situation où elles se sont trouvées souvent isolées et souvent avec un manque d'aide de la part des professionnels, qui se retrouvaient eux-mêmes coincés à cause de ce Covid et coincés à cause du fait que ce sont des métiers qui sont encore peu attractifs. Et donc, la deuxième grande question, c'est quand est-ce qu'on va activer la campagne des métiers du grand âge pour soulager autant les personnes en situation de handicap que leurs proches aidants. Alors, deux grandes questions. La question du financement, bien sûr, et puis la question des nouveaux métiers autour de cet habitat inclusif et des personnes âgées. Alors, Madame le dit très bien, avant, c'était du tout collectif ou du tout seul chez soi. Et donc, on est en train de créer justement cet habitat inclusif. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des personnes qui n'ont pas envie de vivre toutes seules, qui pour autant n'ont pas envie de cette grande vie collective avec si peu de liberté. Donc c'est l'habitat inclusif, c'est un peu des colocations, pour le faire plus simple, avec une aide à la vie partagée, parce que ce besoin d'accompagnement, il est indéniable. Je vous prends un exemple, 6 personnes qui ont envie de vivre ensemble, qui se choisissent, qui ont des besoins, alors ça peut être très varié, des besoins 24-24 pour certains, des besoins juste d'aide éducative, de relance pour des jeunes déficients intellectuels, mais il fallait sécuriser cet accompagnement. Ça, c'est très important. Donc j'ai mandaté Denis Pifteau et Jacques Wolfrom, qui m'ont fait un rapport en juin. On a travaillé immédiatement dessus, parce que c'est un rapport extrêmement pratico-pratique, et on lance, puisque ça a été voté lors du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2021, le forfait individualiser l'aide à la vie partagée que les gens pourront mettre ensemble pour avoir financé justement ce service de coordination, d'animation si par exemple il s'agit de jeunes en déficient intellectuel, mais aussi donc d'accompagnement plus s'il y en a besoin. Donc nous mettons tout de suite, dès janvier 2021, cette possibilité d'avoir ce forfait. Nous avons déjà repéré dans chaque département au moins 2 ou 3 services qui sont prêts à être montés. Alors ça peut être dans le droit commun, ça peut être c'est-à-dire des bailleurs sociaux qui réservent un plateau. On crée ces 6 studios, ces 6 chambres, mais il y a une grande vie collective ensemble pour apprendre à l'autonomie justement du logement. Et on peut rester vieillir chez soi comme ça, on est ou propriétaire ou locataire, mais on est surtout
accompagner autant que de besoin avec cette aide à la vie partagée individuelle que les personnes mettent en commun. Donc ça sera immédiat, je veux la rassurer, dès janvier, on va pouvoir le faire. Ça, c'est très important. Et l'État va financer massivement auprès des départements, puisque je vous rappelle qu'on est en cofinanceur, pour justement avoir une mesure starter, pour le déployer tout de suite. Et on a repéré déjà, parce que les associations étaient prêtes dans les starting blocks, c'est les associations souvent qui sont initiatrices de cette envie de vivre ensemble. Et donc, on peut démarrer très rapidement. Plus de 700 personnes vont pouvoir en bénéficier très vite. Dès cette année, et nous réévaluerons et nous pourrons après le déployer massivement. Mais j'ai voulu aller très vite pour faire la preuve par l'exemple que c'est le choix des personnes, le choix de vie. Donc bien sûr, ça demande des professionnels. Pour revenir à la deuxième question, ces métiers du care, c'est-à-dire ces métiers d'accompagnement, ce sont des métiers de demain. Et il nous faut absolument les rendre attractifs. C'est pour ça que nous lançons la deuxième vague de concertation post-Ségur qui était centrée sur l'hôpital et les EHPAD pour travailler ensemble sur l'attractivité des métiers. Avec ma collègue Brigitte Bourguignon, nous portons justement ces sujets si importants de passerelle, de pouvoir être, par exemple, quand on a été AMP, aide médico-psychologique, en EHPAD, qu'on est fatigué, qu'on a envie de s'occuper d'autre chose, eh bien, on a fait un diplôme unique, mais avec des options selon le lieu d'exercice de sa fonction. C'est très important de pouvoir donner des passerelles et de la possibilité d'avoir une carrière pour ces personnels, si important pour le déployer justement le vivre à domicile et le bien vivre à domicile en état accompagné autant que de besoin. Moi, je ne veux plus que les personnes aient soit le choix du tout collectif, soit du tout seul isolé chez eux. Et cette crise nous l'a fait encore plus exploser à la figure vraiment de ce besoin d'accompagnement pérenne et sécurisé. Il faut qu'on montre que c'est sécurisé. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'exemples à l'étranger? Quelle est la place de la France dans l'aide aux personnes handicapées parmi les pays développés? Est-ce qu'on fait mieux ailleurs? Est-ce que partout c'est moins bien Dès 2017, moi j'ai fait mon tour d'Europe, et je suis allée même au Canada, je connaissais déjà les États-Unis pour y avoir vécu. J'ai travaillé aussi un peu avec le Maroc et la Tunisie dans mes associations, donc je connaissais, je suis allée dans les territoires outre-mer pour voir aussi comment ça se passait selon l'histoire locale, très important. Eh bien, nous avons en fait des façons différentes d'aborder le handicap. Pour autant, le mouvement, c'est vraiment la désinstitutionnalisation du handicap, partout. C'est-à-dire vraiment donner le choix de vie des personnes et les accompagner autant que de besoin. Donc, très en avance sur les pays nordiques pour la prestation à la personne, c'est-à-dire un assistant de vie qui peut être là très souvent. Ils ont vraiment fait ce choix. Dans d'autres pays, on fait des choix différents. Nos proches, Espagne, Italie, sont plus en avance que nous. L'Italie a fait la grande loi du tremblement de terre en 1977 en disant tous les enfants à l'école, avec des instituteurs spécialisés, etc. On voit bien que l'histoire des pays est très variable. Moi, je m'inspire pour l'école beaucoup sur les Canadiens, parce qu'ils ont réfléchi depuis très longtemps justement à la scolarisation des enfants, même extrêmement différents, même des autistes sévères. Donc c'est ce grand fronton de l'école où on pousse tous ensemble la porte et où les réponses sont très variées. C'est ce qu'on est en train de créer, avec la gradation d'accompagnement, seul, accompagné par un auxiliaire, un accompagnant, ou dans des dispositifs comme les classes autistes qu'on est en train de déployer. Donc voilà, moi je suis très inspirée par les Canadiens sur la scolarisation, mais sur l'emploi, par exemple, le DUOD qu'on a mis en place depuis 4 ans, qui est un vrai événement extrêmement intéressant. Qu'est-ce que c'est, pardon ? Alors le DUOD, c'est un jour où une personne handicapée travaille avec une personne dite valide chez un employeur. Le président de la République l'a fait toute la journée, c'était jeudi dernier, ce DUOD, les ministres, ça fait 3 ans donc qu'on l'a mis en place, on a créé plus de 20 000 duos par le passé, malgré la crise, on l'a gardé, on a fait des DUOD en distanciel, mais voilà quelque chose de très intéressant pour faire tomber les préjugés. Et bien, c'est par exemple issu de l'Irlande, donc en Irlande, ça faisait 10 ans qu'ils faisaient déjà ça, cet emploi accompagné, indispensable pour réussir ce changement de regard que l'on peut porter sur les compétences des personnes à vivre au milieu de nous. Donc c'est très inspirant, il faut aller se balader en effet, il faut pouvoir travailler. Et on a 85 millions de personnes en situation de handicap en Europe. Donc il y a des pratiques extrêmement différentes sur lesquelles il faut s'inspirer. Alors des nouveaux métiers en perspective, c'est ce que vous venez de nous dire, et ça fait la transition avec le plan de France Relance en fait, parce que ça nous donne plein de perspectives. Un coup de pouce a été donné aux entreprises et aux associations en faveur du recrutement des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge. Est-ce que les entreprises tiennent-elles leurs engagements ?
Alors les entreprises, elles sont très secouées en ce moment. Il y a une crise économique, elles sont abreuvées d'informations, donc c'est bien de pouvoir leur redire à chaque fois, n'oubliez pas aussi sur le handicap. Moi, je les ai mobilisées pendant tout le confinement, mais je n'ai pas mobilisé que les entreprises, j'ai mobilisé aussi les organisations syndicales et patronales pour porter dans le dialogue social la place de l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. J'ai mobilisé toutes celles qui avaient signé le grand manifeste pour l'inclusion que nous avions fait signer en décembre 2019, et donc sur les engagements concrets qu'elles avaient portés, justement sur l'apprentissage, sur la formation, sur le numérique accessible. Donc on les a mobilisées. On a signé encore des conventions pendant la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées la semaine dernière. Elles ont réaffirmé leurs engagements et les chefs d'entreprise qui sont déjà engagés, ceux-là, ils maintiennent leurs engagements. Maintenant, il faut qu'on touche vraiment ceux qui encore ne sont pas encore passer le cap, parce que je rappelle quand même que nous avons une obligation d'emploi. Oui. Depuis 1987, toutes les entreprises devraient être à 6%, celles qui ont plus de 20 salariés. On en est encore loin, 3,9 dans le privé, près de 6 dans le public, les 3 fonctions publiques. Donc 3,9, on a encore des marges vraiment d'avancement. Mais c'est très variable. On a des entreprises qui sont déjà à plus de 10, d'autres qui n'ont rien fait et qui nous disent « je préfère payer, c'est plus simple ». Eh bien moi je leur dis non, c'est la seule charge sociale que vous pouvez éviter de payer. On va vous aider à mettre en place votre RH inclusif. Alors là, il y a un chef d'entreprise qui est Jean-Marc Ribes, que vous connaissez, qui est le président du directoire de la banque privée de la Banque Postale, qui emploie des personnes handicapées et qui est venu ici, dans ce studio récemment, et qui avait aussi une question pour vous. BPE est effectivement, comme vous l'avez souligné, la banque privée de la Banque Postale. Donc, c'est une banque privée. Nous avons 400 collaborateurs. Nous sommes implantés donc dans toute la France. Donc, nous sommes une banque privée parisienne, mais une banque privée proche des territoires. Et nous avons 78 implantations en France aujourd'hui. Alors, nous avons signé avec nos partenaires sociaux, et j'insiste bien, à l'unanimité, donc ce qui est très important de le souligner, un accord handicap extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que nous avons, je dirais, 2 critères phares. Le premier critère concerne l'employabilité des personnes handicapées dans notre entreprise. À compter du 2 juin 2020, donc c'est déjà un petit peu derrière nous, nous avons pris l'engagement de faire un recrutement sur 2 qui sera réservé à une personne porteuse de handicap. Nous avons déjà embauché 3 personnes, dont 2 personnes porteuses d'un handicap. Donc vous voyez, nous n'avons pas perdu de temps. Voilà. Donc ça, c'est quand même une mesure phare, 1 sur 2. Et puis la seconde mesure, c'est la création d'un fonds de solidarité. Alors ça marche comment, ce fonds de solidarité ? Ce sont les collaborateurs de la banque BPE qui, à la fin de l'année, n'ont pas utilisé tous leurs congés payés ou toute leur RTT, et vont faire des dons de façon anonyme. Il n'y aura que la direction des relations humaines qui saura que telle ou telle personne a fait son don. Et ces dons de congés serviront soit aux salariés handicapés de BPE, s'ils ont besoin d'avoir des rendez-vous médicaux, de se faire soigner, ou pour des aidants qui ont des proches, des enfants souvent porteurs de handicap, avec des rendez-vous médicaux dans des hôpitaux, car comme chacun sait, les hôpitaux sont ouverts de 9h à 17h. Donc c'est pendant les heures de travail, donc il faut les aider. Donc c'est un don de solidarité et ce fonds sera alimenté au fil de l'eau toute l'année. Alors d'abord, moi je voudrais la féliciter à titre personnel parce que Sophie Cluzel a fait un travail extraordinaire depuis qu'elle est au gouvernement. Elle a fait bouger les lignes, elle s'est beaucoup investie et la question est simple, qu'est-ce qu'elle compte faire de plus en 2021 ? Nous avons besoin d'elle. C'est pas facile. Plein de choses. D'abord, j'aimerais bien qu'on puisse cloner Jean-Marc Ribes, je vais vous le dire, parce qu'un chef d'entreprise aussi engagé sur des choses extrêmement concrètes, fait changer le discours sur la capacité des entreprises à prendre en main vraiment cette politique RH inclusive et à se dire on va se donner des objectifs et on va les atteindre. Rappelez peut-être aux employeurs que l'État vient à leur côté aussi pour le congé rémunéré des aidants professionnels. Vous avez un salarié, comme le disait très bien Jean-Marc Ribes, lui va faire des dons. Là, l'État a mis en place un congé de 3 mois rémunéré par l'État, donc pour les personnes qui ont besoin de prendre justement une journée pour aller s'occuper, mettre en place un service à domicile pour une vieille mère qu'on est en train justement d'accompagner pour rester chez elle à domicile, mais elle habite à l'autre côté de la France. Ça permet de mieux concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle en toute sérénité de dialogue avec son employeur. Ça vient en appui aussi des chefs d'entreprise aussi dynamiques que Jean-Marc Ribes. Lui dire quoi pour qu'on aille plus loin ?
Moi, je pense qu'on ne progresse que sur ce qui se mesure. C'est bien pour ça que j'ai fait le baromètre des maisons du handicap, pour avoir les délais. Moi, je veux publier, par exemple, les chiffres d'emploi des entreprises, des administrations, pour qu'on sache où sont les politiques dynamiques, que quelqu'un puisse aller frapper à la porte d'une entreprise en se disant « là, je sais, il y a un super taux d'emploi, je vais y aller, je sais que c'est handi accueillant et que je vais trouver. Là, non, eh bien, je sais que je vais les convaincre qu'il faut qu'ils y aillent. » Vous voyez, donc je pense que c'est une bonne mesure, ça, pour pouvoir avancer ensemble et flécher là où les aides, là où il y en a besoin. On ira plus loin aussi sur la dignité des personnes en situation de handicap. Je vous rappelle, nous avons redonné le droit de vote à toutes les personnes handicapées majeures protégées sous tutelle. Majeures, ça faisait 30 ans que les associations attendaient. Dans la loi de 2018 de transformation de la justice, avec Nicole Belloubet, nous avons remis les personnes handicapées majeures protégées sous tutelle sur leur droit de vote. Plus besoin de se marier, de se paxer, de voter et de se soigner, de demander au juge. Ça y est, maintenant c'est levé ça. C'était quand même quelque chose d'extrêmement indigne. Hein. Le handicap était privatif de son droit de vote. Enfin, non, c'est fini. On a fait ça. Mais d'autre part, moi je veux aller plus loin. Je veux permettre aux parents, aux personnes en situation de handicap d'être parents. Et au 1er janvier, il y a la prestation de compensation à la parentalité. Dès la naissance d'un enfant, si vous êtes en situation de handicap et que vous avez justement un empêchement, par exemple donner son bain à un bébé quand on est en fauteuil, c'est pas facile. Eh bien, vous aurez une aide, une personne qui pourra venir vous aider. 900 € par mois, utilisable comme vous le souhaiterez, pour avoir ou 1 heure ou 2 heures, ou rien pendant la semaine et puis le week-end. Tout simplement, et sans avoir à prouver et à donner des justificatifs. Dès la naissance, et 1 200 € d'aide technique pour acheter du matériel adapté. Une planche allongée, par exemple, qui se baisse et qui se monte si j'ai des problèmes moteurs. Mais tout type de handicap sont accessibles. Donc voilà, être parent, être digne dans son droit de vote, avoir un meilleur pouvoir d'achat avec la revalorisation quand même de l'allocation adulte handicapé, qui est portée à 900 € pendant le quinquennat. C'était une promesse du candidat Macron. Elle a été tenue. C'est 2 milliards d'investissements de plus sur le quinquennat. Et donc, maintenant, l'allocation est portée à 900 € par mois. Donc, c'est un ensemble de mesures qui permet de changer la vie des personnes en situation de handicap. Bien sûr, ça ne va jamais assez vite. Mais c'est majeur pour justement redonner l'autonomie des personnes, leur choix de vie et leur dignité. Je pense que c'est très important. Alors, vous avez cité 2 choses qui méritent d'être approfondies, ou peut-être j'ai envie de vous poser une question personnelle. Vous avez parlé de transparence, en fait, et j'aimerais vous interroger aussi sur les médias, parce que finalement, aujourd'hui, on voit que la question de la qualité des hôpitaux, elle est traduite dans des baromètres où on note avec une certaine méthode d'évaluation. Ce n'est pas la question de remettre en cause la méthode d'évaluation, mais ça donne de la transparence. Est-ce que demain, on pourrait imaginer justement d'avoir une publication des entreprises qui sont plutôt bienveillantes et qui accueillent plus de handicap? Est-ce que c'est quelque chose comme ça qu'on pourrait imaginer pour 2022? Pour les entreprises, mais pas que, pour les médias aussi. Oui. Regardez les médias. Avec le CSA, nous travaillons avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous travaillons à un baromètre de la représentation des personnes en situation de handicap. Au début, je vous ai dit à peu près 12 millions de personnes en situation de handicap. 12 millions. Et pourtant, dans ce baromètre de la représentation dans les médias, 0,7% de représentation des personnes handicapées dans les médias. Il y a le taux d'obligation. C'est par heure d'antenne ou c'est par... C'est sur l'année, c'est un calcul de 0,7% de représentation des personnes handicapées, tout confondu, que ce soit les fictions, etc. Donc on a des marges de progrès. Mais il faut montrer des personnes en situation de handicap, pas que pour parler de leur handicap, mais en tant qu'experte, en tant que journaliste, en tant que reporter. Voilà, c'est ça où il nous faut changer. Donc là aussi, problème de formation. Il faut faire monter les personnes en qualification. Problème aussi donc de publier, comme vous le disiez très justement, les taux d'emploi. Où en sont les médias dans leur taux d'emploi? Où en sont les entreprises? Où en sont les administrations? Où en est l'État? On a signé une charte de l'État exemplaire. On n'y est pas encore sur le taux d'emploi. Non plus sur le taux d'apprentissage. Donc moi, je suis pour vraiment la transparence et qu'on sache comment on mesure justement nos progrès. C'est important. Oui. Et du coup, je voulais vous poser une question. Qui sont vos meilleurs alliés finalement? Parce que vous avez réussi une prouesse, c'est-à-dire ce comité interministériel, et il faut engager les gens, il faut impliquer le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur. Qui sont vos meilleurs alliés?
Alors, je pense que mon meilleur allié, c'est le fait d'avoir été rattaché auprès du Premier ministre. C'est un changement total de construction d'une politique publique. C'est-à-dire que le handicap, c'est l'affaire de tous. Quand on dit tous concernés, tous mobilisés, chaque ministre a d'abord nommé un haut fonctionnaire en charge de la politique du handicap dans son ministère. Il est animé par mon secrétariat général du comité interministériel du handicap. Donc chaque ministre a une feuille de route, un haut fonctionnaire en charge. Et tous les ans, devant le Premier ministre, il y a ce comité interministériel où on fait le point, on évalue où en est la politique de l'école, où en est la politique de l'emploi, où en est l'accès à la culture, au sport, aux loisirs, où en sont les formations du ministère de l'Intérieur, de la Justice. Donc on rend compte auprès du Premier ministre. Et ça, c'est très, très, très novateur. Avant, le handicap était rattaché à la santé. Et j'ai fait un grand colloque de tous les pays européens, de mes alter ego, en 2018. Nous allons le reproduire en 2022. Pendant justement la présidence française de l'Union européenne, pour voir où était rattaché le handicap dans les différents pays. On est le seul pays à être rattaché auprès du Premier ministre pour justement transformer la donne dans toutes les politiques de droit commun. C'est ça, c'est beaucoup plus novateur, et c'est pour ça qu'il n'y aura peut-être pas de grande loi handicap, Cluzel ou autre, peu importe. Il y a eu dans la loi d'école de la confiance l'école inclusive. Il y a eu dans la loi avec Muriel Pénicaud, Osons l'emploi, la réforme de l'obligation d'emploi. Toutes dans les grandes lois de droit commun, c'est comme ça que c'est beaucoup plus transformateur. Donc pour moi, mon vrai levier, il est là. Et puis mes alliés, c'est les personnes handicapées elles-mêmes. Qui nous disent il faut aller plus vite, il faut aller moins vite, il faut peut-être transformer ça. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu que le Conseil national consultatif des personnes handicapées soit un organe vraiment de co-construction de ma politique publique, avec un président, Jérémy Bourrois, qui est lui-même en situation de handicap, et qui sont les aiguillons et la co-construction, vraiment. Et il participait justement au comité interministériel. Et on a eu la grande conférence du handicap le 11 février dernier devant le président de la République. On a redonné nos engagements en écoutant les paroles, les personnes elles-mêmes. Mon mantra, c'est jamais rien pour nous sans nous. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est co-construire avec les personnes pour aller plus vite. Les personnes sont expertes de leurs attentes, de leurs besoins, sont expertes dans les solutions. Donc on gagne du temps à les écouter. Pour terminer, je voudrais, si vous permettez, élargir un peu le débat. Vous êtes membre donc d'un gouvernement, vous n'êtes pas que technicienne, spécialiste des questions du handicap, vous êtes aussi une femme politique, et ce gouvernement a vécu des crises et continue d'en vivre en ce moment. Comment jugez-vous la situation actuelle face à toutes les critiques qui viennent de droite comme de gauche? Je crois qu'on est un gouvernement qui a vraiment vécu des séries de crises. On a eu la réforme de la SNCF qui a généré des grèves. Après, on a eu les Gilets jaunes, on a eu cette pandémie vraiment incontrôlable au début et surtout inédite et puis mondiale. Et puis, on a eu ce déconfinement un peu trop rapide peut-être, où tout le monde a relâché prise, mais c'était inévitable. Confinement trop fort et déconfinement trop rapide. Non, confinement, il n'était pas trop fort parce que je pense qu'on a vraiment sauvé des vies. Vraiment sauvé des vies. Donc, je pense que c'était nécessaire et ça a été généralisé dans le monde entier. Donc, je pense que le monde entier a eu cette réaction. Peut-être que dans l'histoire, on jugera avec le rétroviseur différemment. Mais là, aujourd'hui, c'était la réponse adéquate. Ça nous a permis de sauver des vies et c'était bien ça l'attente de tous. Après, on a tous relâché, là je parle des Français en général, et nous les premiers, on a tous relâché peut-être un peu trop la garde pendant l'été, donc c'est reparti, mais c'est reparti aussi partout. Je pense qu'on a été un gouvernement qui a tenu vraiment sur l'économie. Vraiment, on a été au service des Français pour qu'ils aient vraiment une répercussion la plus minime possible de cette crise. Les investissements financiers ont été massifs. Je vais vous donner un exemple sur par exemple, les ateliers protégés de handicap. On a mis vraiment 160 millions pour préserver cet outil indispensable, mais comme on a préservé les autres outils, pour qu'au rebond, et il y a eu ce rebond de 18% économique, colossal quand même à la sortie du confinement, eh bien l'outil industriel puisse repartir très vite et tout. Donc je pense que c'est un gouvernement qui tient le choc. Nous travaillons énormément ensemble. Tout à l'heure, je vous quitterai parce que justement, nous avons une réunion encore interministérielle, justement pour à chaque fois adapter, selon les besoins, selon les avancées. C'est quelque chose de tellement inédit. Moi, ce que je veux surtout, c'est dans cette crise économique, pouvoir préserver l'ensemble des Français et bien sûr, y compris les personnes les plus vulnérables. Mais attention,
handicap n'égale pas vulnérabilité, ne me faites pas dire ça. Mais en revanche, certaines personnes ont besoin d'être accompagnées. Et ce que l'on veut, c'est justement protéger économiquement, sanitairement bien sûr, mais économiquement l'ensemble des Français. La difficulté, elle est qu'elle est différente partout sur le territoire. Et là aussi, il faut qu'on fasse un peu de différenciation pour accompagner les Français au plus près des territoires, c'est indispensable. Donc un temps pas facile. Pour autant, le président nous a demandé de continuer nos réformes, chacun dans nos domaines. C'est pour ça que nous sommes aussi à la tâche. C'est pour ça que c'est si difficile, parce qu'il n'y a pas que le confinement et la sortie progressive du confinement, il y a aussi tous les chantiers en cours. On se doit, pour les Français, de pouvoir continuer notre action et de poursuivre les réformes qui étaient engagées, des grandes réformes avec les agences régionales de santé notamment, mais pas que. Donc ça, il faut qu'on continue. Et je dois dire que c'est très exigeant pour l'administration. Vous m'en parliez tout à l'heure. Je dois quand même les saluer pour tout le travail qu'ils ont fait. Les agences régionales de santé tiennent, ont tenu, sont mobilisées. Elles vont encore avoir énormément de travail avec la logistique de la vaccination. Donc, vous voyez, on avance pas à pas, et surtout avec des élus locaux qui sont extrêmement coopératifs sur les territoires, avec les départements, avec les régions ou les communes. Ça se passe très bien sur les territoires. Donc, il ne faut pas avoir que le prisme parisien, mais vraiment en territoire. Et moi, je me déplaçais beaucoup, moins pendant la crise, mais on va pouvoir reprendre les déplacements. C'est tellement important d'aller sur le terrain, voir comment ça se passe. Mais on tient bon. Oui. Et c'est aussi très utile. Vous aviez encore une question, Agnès ? Non, je voulais remercier Madame la Ministre et merci beaucoup, lui donner beaucoup de courage pour ces mois qui viennent, mais je suis sûre qu'elle a tout le ressort suffisant pour mettre en place toutes ces actions. Donc merci pour merci de vous intéresser sur ce sujet, parce que je pense qu'en effet, il intéresse beaucoup de Français. Ouais. Et on est certainement tous concernés. Et en tout cas, tout le monde doit être mobilisé, ça c'est certain. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.